Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition. Les titres. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, le gouvernement a rendu obligatoire le port de masque à compter de ce mercredi. Suite à cette décision, la police républicaine sans violence amène les usagers de la route à se conformer. Vous aurez dans cette édition le constat fait par une de nos équipes de reportage à Cotonou. Ouverture ce mardi de la première session ordinaire de l'année 2020. Les députés de la 8e législature, après quelques semaines de vacances, ont repris le chemin de l'hémicycle. Le point des travaux dans un instant. Et puis Jean-Claude Oussou a fait le point des réalisations dans le secteur énergétique après 4 années d'exercice du pouvoir par le chef de l'État. C'est à la faveur d'un entretien qu'il a accordé à la presse béninoise. Vous aurez dans un instant la quintessence de son intervention. Pour amener les citoyens de la ville de Cotonou à observer le port de masque conformément à la décision du gouvernement, la police républicaine sans violence amène les usagers de la route à se conformer. C'est le constat fait ce mercredi 8 avril 2020 au carrefour Stémès de Cotonou. Isaac Adjé pour le point. Le port de masque est obligatoire dans le cordon sanitaire à compter de ce mercredi 8 avril 2020. Il s'agit d'une injonction du gouvernement qui prend effet et la police républicaine présente dans des points stratégiques pour sensibiliser puis appeler les usagers de la route à se conformer à cette décision qui relève de la préservation de la santé publique. Au carrefour Stémès, par exemple, tout usager sans masque est intercepté et peut reprendre son trajet dès présentation de casque. Les citoyens qui comprennent l'enjeu au regard des décès multiples enregistrés dans l'Hexagone s'exécutent. J'ai pris je suis sans cache-nez et on m'a fait pour me dire que d'aller chercher mon cache-nez d'abord avant de faire mon parcours. Et la décision est très bonne parce que c'est pour notre bien, pour notre santé. Et je vois que cette décision est vraiment bien pour le peuple béninois. Covid-19, une situation de crise sanitaire, mais occasion d'affaires pour certains vendeurs de masques artisanaux qui proposent un prix qui double celui d'un masque chirurgical en pharmacie. Bon, normalement, le premier prix que moi j'ai entendu, il est à 500, je ne sais pas ailleurs. Vous voyez, il est à 500 et apparemment, ce n'est pas à débattre. Le port de masque, un geste qui peut sauver et sauver les autres. La mise en œuvre de la nouvelle décision gouvernementale relative au port de masque contraint des citoyens à s'approvisionner chez des vendeurs ambulants. Mieux, ils se tournent vers des tailleurs circonstanciels qui confectionnent en quantité. Ces masques sont nécessairement tenus compte de la qualité. Ces masques vendus dans les rues, appelés masques alternatifs, sont-ils de qualité? La réponse, c'est dans cet élément de Mathieu Bocor et Prudence Kousson. Des carrefours stratégiques de Cotonou, des forces de l'ordre présentes pour mettre en œuvre une dernière décision gouvernementale relative à l'importance du port de masque. Obligation de port de masque, une dernière décision gouvernementale dans le but de limiter les risques liés au coronavirus. Mis aux arrêts, ce citoyen s'approvisionne en masque, comme la majorité se trouvant dans le même cas. Si c'est pas mal, on préfère ça de chez nous, ça c'est de chez nous. L'Africain est fier de lui-même, on préfère ça. Une ruée vers les masques, des masques chirurgicaux et plusieurs autres, quid de la qualité. Il y a apparition de ce qu'on a appelé les masques alternatifs, qui sont pas seulement l'apanage des populations africaines ou béninoises, mais également dans les pays européens. Nous avons remarqué que cela est en train d'être promu, fabriqué. Et je pense que les cache-nez sont classés par ordre d'efficacité. Les cache-nez qu'on appelle FFP2 sont les cache-nez qui sont indiqués pour les soignants. Parce que les pores sont très serrés, très fins et empêchent vraiment toute entrée du virus et protègent correctement les agents de santé. Les cache-nez qui suivent, c'est les cache-nez, les masques chirurgicaux. Donc ils protègent, mais les pores ne sont pas aussi fins que les cache-nez FFP2. Et donc
Ces cache-nez aussi sont recommandés pour les personnes malades, les contacts, les personnes qui travaillent dans les maisons de retraite, par exemple, qui ont des contacts avec... mais les cache-nez en tissu viennent en dernière position. Et vous savez, tout à l'heure, j'ai expliqué le mode de transmission. C'est les gouttelettes qui sortent lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue. Et vous voyez bien que quand vous avez un cache-nez en tissu, ça peut quand même arrêter ces gouttelettes-là. Ça peut quand même les arrêter. Et donc, à défaut d'avoir un cache-nez, un masque chirurgical ou un masque FFP2, on peut utiliser ce cache-nez de fortune, cache-nez alternatif, pour un minimum de protection. Pour les masques acquis à la pharmacie, les conditions et les durées d'usage sont bien connues. Pour ceux alternatifs, une rigueur dans l'entretien est de mise. Il faut les entretenir, puisqu'ils sont en tissu, il faut les relaver. Il faut peut-être en avoir plusieurs pour pouvoir les alterner et les nettoyer correctement avec de l'eau de javel pour que tout ce qu'il y a comme germe, vous puissiez les tuer, les repasser ensuite pour que vraiment on soit sûr que vous avez détruit tout ce qu'il y a là comme germe. Mais ce n'est pas des masques pour lesquels nous faisons la promotion. Direction Natitengo, 2 cas ont été testés positifs au Covid-19. Ils étaient avec des voyageurs en provenance du Burkina Faso. Ils ont été mis en quarantaine et c'est au terme des 14 jours et après les tests que les 2 cas ont été testés, ont été identifiés positifs. À en croire le directeur départemental de la santé de l'Atakora, ils ont été ramenés à Cotonou et mis sous traitement. On l'écoute pour plus de précision. On a mis en quarantaine 87 passagers depuis le 16. Les 87 passagers étaient tous des Béninois. Ils avaient tous quitté le Burkina Faso. Nous avons gardé donc les 87 à Natitengo parce qu'il était impossible de trouver des hôtels confortables à Porga, à Tangueta même, surtout des hôtels capables de leur fournir des prestations de qualité. Donc 2 hôtels, Kaba et Beau Séjour, avaient été identifiés. Nous avions mis 30 à Beau Séjour, et c'est la première vague, et 57 à Kaba. Suite encore aux instructions du gouvernement, il a été décidé qu'avant que ces passagers ne sortent, bien qu'ils ne présentent aucun signe, étant entendu qu'on pouvait avoir des porteurs sains, de leur faire gratuitement le test. Les prélèvements ont été faits, puisque nous n'avons pas la capacité de réaliser encore les tests sur place. Nous avons prélevé 64 passagers qui étaient au terme de leur mise en quarantaine. Nous avons donc apporté les prélèvements à Cotonou. Les tests ont été faits. Et malheureusement, nous avons eu 2 cas positifs. C'est en fait ce point qui a été fait par le ministre de la Santé lorsqu'il parlait de 5 nouveaux cas. 2 provenaient des hôtels de Natitengo. Il faut dire que tous les passagers sont tous pratiquement 80 sur 87 sont venus des autres départements, notamment des départements de Cotonou, de Porto-Novo. Nous n'avons que 7 réellement qui étaient en fait de l'Atakora. Et d'autres aussi sont surtout du Borgou et de la Donga. Mais disons que les 2 positifs sont tous venus de Cotonou. Et conformément à l'organigramme actuel, les 2 ont été transportés en toute urgence le même jour même vers le site de prise en charge. Tout ceci avec l'accord du ministère de la Santé. À l'heure où je vous parle, ces 2 d'ailleurs qui n'ont présenté aucun signe au cours de leur hospitalisation, justifiant l'importance de la décision que le ministère a pris de faire le test à tous ceux qui étaient au terme. Les 2 se portent bien, ils n'ont aucun signe et ils suivent les traitements pour justement ne pas avoir de complications et vite se rétablir. Nous souhaitons dans quelques jours qu'ils soient comptés parmi les guéris. Ce point, loin de nous décourager, doit nous donner un certain nombre de leçons.
La première, la Covid-19, on parle de pandémie. Cela veut dire que c'est une maladie qui se répand dans tous les continents. Et quand on parle de tout le continent, il n'y a pas de ville sélective pour ça. Jusque-là, des cas étaient à Cotonou. On a vu que des cas peuvent provenir de n'importe quel département. Donc c'est une réalité. Parce que malgré tout ce qu'on dit, les gens continuent de croire que c'est la maladie des Blancs, ou c'est même si c'est la maladie des autres pays ou la maladie de Cotonou. Cette maladie peut être partout. La deuxième leçon qu'on tire, c'est que nous devons pouvoir vraiment nous protéger. Le ministère, à la télé, les moyens sont toujours cités. Ces moyens sont faciles, sont à notre portée. C'est les moyens surtout de barrière qu'on recite chaque fois. Se laver les mains à l'eau et au savon. Ne pas tousser ou se mousser à l'air libre dans le creux du bras. Se protéger avec, bien sûr, les bavettes, ou lorsqu'on se mouche dans un mouchoir, le jeter systématiquement dans des poubelles. Cela a toujours été dit. Dénoncer toute personne étrangère qui est venue, que ce soit par voie officielle ou par voie officieuse, qui est spontanément venue dans les quartiers. Si nous appliquons surtout cette dernière mesure, celle de dénoncer, je crois qu'on va vite circonscrire cette maladie. Des propos recueillis par nos confrères de Canal 3 Bénin. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, au regard de la lutte que prend la propagation du Covid-19 au Bénin, invite les citoyens à l'autodiscipline. Il était sur votre émission Le Grand Soir de ce mardi 7 avril 2020. Le point avec Stélia Padono. 26 personnes déjà testées positives au Covid-19 au Bénin, un nombre pas alarmant mais qui invite à une prise de conscience. Les derniers événements et les contacts directs qui se seraient multipliés entre personnes infectées et communautés témoignent d'une certaine indiscipline de la population, selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. On a écouté le ministre, on a vu son agacement après l'agitation dans un hôtel. Et on peut comprendre l'impatience des gens, mais les mêmes personnes qui sont impatientes seront les mêmes à crier que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il doit faire. Si entre-temps, il était rentré chez eux, il se retrouvait qu'après qu'il y ait des cas, le centre hospitalier universitaire de la mère de l'enfant, ex-Omel, la section maternité aurait été fermée selon les informations. Voilà un cas, si ça s'avérait. Il faut voir déjà les contacts directs. La dame dont nous déplorons le décès, regardez déjà les contacts. Nous ne sommes pas encore à l'abri de la propagation. La discipline du groupe, la discipline individuelle manque. C'est compliqué. Le gouvernement il est un peu entre le marteau et l'enclume. Il n'y a que les populations pour l'aider. Les différentes mesures de riposte au Covid-19 prises par le gouvernement illustrent bien l'engagement du président Patrice Talon à maîtriser dans les plus brefs délais la propagation du virus. La responsabilité individuelle et collective s'impose et chaque citoyen doit être un vecteur de sensibilisation. Des spots de sensibilisation passent, mais il faut que les gens écoutent au moins un peu. Tout au moins la communication gouvernementale sur le phénomène suffit. Je dis, il y a une flopine qui a de visuels qui passent, d'informations qui passent sur les réseaux sociaux. Mais rien que ce que font les gouvernements, aussi bien au Bénin que les autres gouvernements, rien qu'en suivant les pages officielles des États, ça suffit largement pour s'informer. Si vous attendez que le gouvernement fasse ce confinement systématique, mais mettez-vous en quarantaine, surveillez votre état clinique. La situation va être hors de contrôle, malgré masques et gants, si chacun ne fait plus de responsabilité. On est en face d'une pandémie et il faut quand même que les gens comprennent qu'on ne peut pas continuer à avoir des habitudes comme avant, de continuer comme si de rien n'était, de faire comme s'il n'y a rien. Il ne faut pas blaguer comme certains le font. On peut utiliser des imageries comme les insolites. Il faut quand même décrisper, on ne peut pas vivre de stress. Tout à fait. Nécessairement, donc c'est intéressant parfois, certaines vidéos. Mais après, donc, il ne faut pas aller à la banalisation. Il ne faut pas aller à la banalisation, à la vulgarisation du fléau.
Après quelques semaines de vacances, les députés de la 8e législature ont repris les activités ce mardi. Une date qui consacre l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2020, avec à la clé des mesures de protection individuelle prises par les honorables députés contre le Covid-19. Le point avec Isaac Adjé. Une ouverture de la première session ordinaire de l'année 2020 faite dans des circonstances exceptionnelles. Les députés sont en majorité présents certes, mais les invités habituels que sont les membres du corps diplomatique et consulaire, les présidents d'institutions de la République, la chefferie traditionnelle, les têtes couronnées et bien d'autres n'y sont pas. La pandémie du Covid-19 oblige. Il y a plus de 3 mois que le monde entier est secoué par le coronavirus qui a fait son apparition en décembre 2019 en Chine, dans la ville de Wuhan. Aujourd'hui, les personnes contaminées par ce virus qui a entraîné une pandémie se comptent par milliers à travers le monde. Comme d'autres continents, l'Afrique n'est pas épargnée par cette pandémie, devenue le principal ennemi à combattre et à vaincre en raison de sa rapide propagation, du taux élevé de mortalité qu'elle engendre et de son impact très négatif sur la vie socio-économique. Après celle d'octobre 2019, la session ordinaire qui s'ouvre ce 7 avril 2020 est la deuxième pour le compte de la 8e législature. Il faut noter que la session ordinaire écoulée a permis l'adoption de 16 lois. Chers collègues, votre disponibilité et votre participation active, tant aux travaux en commission qu'aux séances plénières, ont permis d'atteindre ce résultat élogieux dont notre Parlement peut dignement s'honorer. L'important travail abattu en si peu de temps augure, sans fausse modestie, me semble-t-il, d'une législature féconde. Au nombre des défis figurent en bonne place les réformes mises en chantier sous la présente législature et qui commencent à produire déjà les effets escomptés. Sous cette rubrique, nous pouvons rappeler, juste à titre d'illustration, celle liée à la bonne gouvernance économique du Parlement. Le système de gestion financière et comptable de l'institution a été informatisé en vue d'une meilleure efficacité du processus d'exécution des dépenses. La présente session qui s'ouvre s'annonce bien laborieuse avec de grands défis à relever. Au cours de la présente session ordinaire, nous examinerons, outre le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, une quarantaine de dossiers au nombre desquels je voudrais citer le projet de loi relatif au code de nationalité béninoise, le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin, le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social, le projet de loi portant statut des magistrats de la Cour suprême, le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 97-028 du 15 janvier 1999 portant l'organisation de l'administration territoriale en République du Bénin. En cette veille électorale, le président de l'Assemblée nationale invite le peuple béninois, en l'occurrence la classe politique, à la paix et à la cohésion dans le cadre des communales de mai 2020 qui constituent un premier test de cohésion retrouvé après les derniers événements malheureux survenus au cours des dernières élections législatives.
4 ans de Patrice Talon, on en parle encore avec le bilan de lutte syndicale et les acquis sociaux. Une émission spéciale a été consacrée à cet effet dans la soirée de ce mardi sur votre chaîne E-Télé avec pour inviter enseignants et anciens membres syndicaux. Tous sont passés au pain fin les réformes entreprises par Patrice Talon et son gouvernement. Suivez ici le résumé de leur intervention. Depuis l'avènement de Patrice Talon en 2016, plusieurs réformes sont entreprises et qui touchent directement les travailleurs. Entre autres, la loi sur le droit de grève et la loi sur l'embauche. Quel que soit le niveau professionnel auquel on se retrouve, les syndicats ont toujours joué leur rôle. Parce que sans le syndicalisme, sans le monde syndical, il faut dire que la vie elle-même ne pourra pas avancer. Les travailleurs vont toujours souffrir. Donc, en 4 ans, le syndicalisme a joué son rôle. Toutefois, il faut reconnaître quand même qu'il y a des particularités. C'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus réel cette lutte par rapport à ce que nous avons connu avant 2016. Donc, avant, nous avons une certaine possibilité qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et on peut faire le constat que pour certains observateurs non attentifs, je crois que la lutte syndicale s'est achevée du temps du président Patrice Talon. De mon point de vue, non. De mon point de vue, non. Chacun essaie de peaufiner ses stratégies pour une question d'efficacité de lutte syndicale. Plus de grève, mais le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les syndicalistes sur les questions du développement. Ce qui s'observe aujourd'hui, c'est une question de recul pour voir si tout ce qu'on faisait, est-ce que ça rentre dans le cadre du développement de notre pays? Est-ce que ça participe du vrai développement de notre pays? 2016-2017, quand même, le système éducatif est beaucoup plus performant. Et cette performance est surtout liée à l'encadrement qui a été opéré au niveau donc des grèves. Aujourd'hui, un enfant qui commence l'école, il est sûr et certain qu'il ira jusqu'en juin sans être victime des mouvements sociaux. Il faut dire que le droit existe, toutefois ce droit est mieux encadré afin que ceux-ci puissent également bénéficier aux contribuables qu'aux acteurs du monde syndical. 4 ans de gestion du pays par Patrice Talon, des défis relevés avec des fruits perceptibles sur le plan social. Aujourd'hui, tous les acteurs vont vous le dire, les syndicats vont vous le dire, ça va. Et c'est ce qui explique, disons, ce calme que nous observons dans le pays. Et un pays ne peut pas aller de l'avant lorsque il y a toujours de mouvements. Le ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Oussou, a fait ce mardi le point des réalisations dans le secteur énergétique après 4 années d'exercice de pouvoir du président Patrice Talon. C'est à la faveur d'un entretien qu'il a accordé à la presse. Suivez un extrait de son intervention. Donald Jean-Claude Oussou est le premier à se livrer à cet exercice de bilan des 4 années de pouvoir du gouvernement. Pendant au moins 1 heure d'horloge, le ministre de l'Énergie a passé au peigne fin les réalisations de son secteur. Un secteur vital pour le développement et dont la situation était critique en avril 2016 lors de la prise de pouvoir du président Patrice Talon. Notre pays était, je dirais, soumis à des délestages sauvages qui pouvaient durer des jours. Il y en a, dans chaque maison, on doit faire l'expérience d'un frigidaire dont les denrées ont pourri parce qu'il n'y a pas d'énergie. On doit faire l'exemple des artisans qui ne pouvaient plus faire leur métier. Le gouvernement a dû faire un diagnostic en mettant en place le plan de redressement du secteur de l'énergie. En 4 années, plusieurs réalisations ont été faites, dont la plus importante est la construction de la centrale thermique de 127 MW de Maria Gleta. C'est une fierté nationale. Je n'avais aucun doute sur cet aboutissement, puisque là, c'est historique. Ce n'est pas que le produit qu'il faut voir, c'est la manière aussi qu'on a mise là-dedans, qui s'est traduite par le fait que, donné pour 18 mois, nous sommes arrivés à l'heure avant l'heure. Prévu pour 110 milliards, nous avons dépensé 90 milliards, donc moins que prévu. Pour ceux qui se souviennent
des décennies précédentes. Il n'y a pas beaucoup de projets qui peuvent avoir un rendez-vous aussi impressionnant. L'infrastructure a induit de nombreuses conséquences au plan social, notamment sur les localités environnantes. Entre autres impacts sociaux, il y a eu la construction d'une voie de 3 km qui part du carrefour Tankmé à la centrale, la construction de 25 salles de classe, d'un commissariat de police et d'une infirmerie. Mais ce qu'il faut noter également, en termes d'impact local, c'est que 80%, je dis bien 80% des entreprises qui ont travaillé sur ce site sont des entreprises béninoises. La centrale de Maria Gleta couvre au moins 60% de la puissance totale de pointe du Bénin. Et je vous donne rendez-vous au nom du gouvernement que fin 2021, le Bénin sera complètement autonome en matière énergétique. Pendant ces 4 ans, la configuration du système électrique béninois a changé en matière de transport, notamment par la création de ce qu'il dit être la dorsale interne du Bénin. Nous avions augmenté les longueurs de ligne dans notre pays au niveau haute tension de près de 15%. Nous avons augmenté en termes de réseau basse tension, c'est ça qui permet d'aller chez les gens. Basse tension, près de 20% en l'espace de 4 ans. Faites un petit calcul. Si on divise ça par 4, non, je dis même plus, on va diviser par 10. On divise par 10. Et on prend ce dixième de tout ce qu'on a réalisé en 4 ans. Si depuis 50 ans, on faisait le dixième par an, je crois que le Bénin sera au ciel du développement. Donc ça, c'est important à noter. Les résultats que ce gouvernement obtient désormais dans ce secteur prouvent, s'il faut encore répéter, que les décisions qui ont été prises dès avril 2016 sont des décisions justes, parce que les actions aujourd'hui sont en cohérence avec cette vision donnée dès 2016 et la cohérence avec le plan d'action qui avait été lancé. Le ministre de l'Énergie a également évoqué les différentes réformes opérées à la Société béninoise de l'énergie électrique et dont les résultats sont déjà perceptibles. Nous avons beaucoup progressé dans des réalisations, y compris des réalisations majeures, avec des réformes difficiles encore une fois, mais audacieuses, y compris même jusqu'à la mise en gestion déléguée pour profiter des expériences des acteurs majeurs internationaux qui ont eu de l'expérience dans le secteur. Dans quelques temps, ne soyez pas surpris de voir que le Bénin peut vendre de l'énergie à l'étranger. Boniya, l'ancien président du Bénin et président d'honneur du parti FCB, a annoncé son retrait de cette formation politique ce dimanche 5 avril 2020. Il l'a fait savoir à travers un message adressé à ses militants sur sa page Facebook. À cet effet, Alassane Soumanou Djemba, membre du parti, a fait une lecture de cette démission. Suivez. Yahi Boni a démissionné. Bon. Légalement, nous n'avons pas un document, nous n'avons pas une lettre, le bureau n'a rien reçu. Mais je pense que, comme chacun a sa liberté, c'est vrai, il a démissionné, nous l'acceptons comme tout le monde, mais nous autres, nous pensons que cette démission, au lieu de nous décourager, nous mobilise davantage. Yahi Boni veut nous mettre à l'épreuve, à savoir de quoi nous sommes capables sans sa présence effective. Il n'y a aucune école en sciences politiques qui enseigne l'intransigeance. Il n'y a aucune école en sciences politiques qui interdit aux militants de l'opposition de parler avec le gouvernement en place. Mais nous sommes partis chercher le récépissé. On a dit non, on nous a achetés. Nous sommes partis au dialogue. On a dit pourquoi on est parti? Non, on nous a achetés. Nous avons pris, nous sommes bagarrés pour aller jusqu'au niveau de la Sénat. Nous sommes qualifiés. On dit non, nous avons vendu le parti. Mais finalement, il est très bon d'être opposant. Hein? Dites-moi quelle école enseigne ça pour dire que le président qui est démocratiquement élu, vous qui avez été démocratiquement battu et qui préparez l'alternance, quelle école enseigne pour dire de ne pas aller parler avec le président qui est au pouvoir? Citez-moi une école. Il nous a battus par des élections. Nous nous préparons les élections. Nous devons aller aux élections. Toutes les difficultés que nous avons connues, elles sont faites pour être vaincues. Le problème de positionnement et les problèmes, chaque fois au niveau de positionnement des listes, sont des problèmes inhérents à chaque élection dans tous les pays du monde
nous aurons des problèmes de positionnement. Vous avez vu au Bénin, vous avez eu des élections ici, on a eu Cori 1, Cori 2. Vous irez au Mali, vous irez partout, le problème de positionnement de liste, c'est inhérent aux élections. Tout le monde, chacun veut être tête de liste. C'est-à-dire, s'il y a un conseiller, c'est moi. Personne ne veut être troisième, quatrième. Est-ce que ça suffit comme condition nécessaire et suffisante pour démissionner? Pour un président, Yaya Boni, qui a géré le pays et que nous aimons bien et qui a géré des problèmes de ce genre, de positionnement. Non, je pense que on ne comprend pas. Ce qui est sûr, les militants, je vous lance un appel de mobilisation. Le problème de positionnement et de liste ne doit pas nous diviser. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.